RCM. Le son de la différence. Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran émission. J'étais pas au courant du son du début. Waouh. Tu as reconnu, j'imagine, la bande-annonce de quel film? Ah, je voyage là. Bah oui. Le Pacte des loups de Christophe Gans. Avec Marco Dacascos et Samuel Le Bien. Ah, Samuel Le Bien. On voyage avec ces hommes. Wow, mais alors juste le son de la bande-annonce, c'est magique quoi. Merci. Mais de rien, car oui, on va donc revenir finalement, en fait, on va faire plutôt un état des lieux sur ce que l'on a appelé en fait la French Friar, la French New Wave of Horror. Et oui, j'ai pris le Pacte des loups, mais est-ce que on peut vraiment le relier dedans? Plus ou moins, parce que finalement, ça a été l'un des films charniers de ce renouveau, de ce lancement en fait du film de genre qu'on peut faire en France, que l'on peut faire avec la langue française, qui va être façonné et qui va lancer une jeune génération de réalisateurs, notamment avec Alexandre Aja, qui va revoir plus loin après une nouvelle génération de réalisateurs que l'on voit actuellement, et on va voir finalement après que va-t-il se passer pour la suite. Que va se passer. Et il y a beaucoup de choses à dire, et avec moi, oui. j'ai Sébastien. Comment tu vas, Sébastien? Très bien, merci. Et toi-même, Roland? Écoute, ça va plutôt bien, et on va donc commencer par finalement les origines et le développement donc de cette French Friar. Et c'est vrai que avant ce thème utilisé, donc French Friar, et notamment d'ailleurs Canal+ avait utilisé carrément un label qui s'appelait Nouveau Genre, en fait, qui représentait en fait des diffusions en prime time chaque semaine de cinéma de genre en France, et qui avait commencé à la fin des années 90 là-dessus. Ils voulaient notamment, ils ont lancé quand même pas mal de réalisateurs, dont aussi Gaspard Noé et j'ai oublié le nom de l'autre, le réalisateur de Doberman. Il a disparu. Ouais. Le réalisateur de Blueberry aussi. Oui, voilà, c'est ça. Waouh, mais oui, c'est le même. Bah lui. Oui, voilà. Lui, le chauve. Exactement. Donc avant finalement cette French Friar, donc il y a la New French Extremity. C'était un terme utilisé donc par le journaliste américain James Quand, qui reliait en fait les films classés transgressifs et apparu à la fin du 20e. Donc finalement, c'est plus ou moins les vraies premières productions de Canal dans ce style-là. Alors, on retrouve notamment donc les films de Gaspard Noé, notamment ces deux premiers. On retrouve également Paul Haix de Carax dans ce style-là, et plein d'autres que l'on va pas détailler parce que finalement, ils sont pas vraiment reliés au cinéma de genre. C'était vraiment pour relier en fait des films transgressifs. Transgressifs, une volonté d'amener le cinéma français ailleurs, qui convient tout à fait à Léos Carax. De vraiment aller loin en fait de tout ce qui est conventionnel dans le cinéma français. Qui se voit déjà avec la bande-annonce de Annette d'ailleurs, j'y pense, mais on est sur... Voilà, c'est compliqué de te dire, c'est un film français quoi. Oui, voilà, c'est un film de Carax qui avait déjà un style particulier dans sa photographie, déjà rien que ça en fait. Bien sûr, avait déjà à l'époque, et puis on a atteint un paroxysme d'étrangeté avec son dernier Holly Motors. Voilà. Qui était déjà brillant. Mais c'est encore autre chose, comme tu dis. Voilà, c'est pas vraiment les films qu'on relie tout de suite. Surtout qu'en plus, là, Carax, filme maintenant en anglais. Tout à fait. Donc il est plus dans la langue française, il va plus rester vraiment dans un côté, on va dire, pro-hexagonal, il va vraiment s'orienter aussi à l'international. Après, on va voir, parce que c'est une comédie musicale aussi, Annette, donc on verra ce que ça... Voilà, est-ce que Exactement. Je préfère encore que ça chante en anglais dans une comédie musicale. Oui. Voilà, en film, en tout cas. Oui, Syndrome Jacques Demy n'est pas avec nous. Alors, justement, on ne va pas parler de Jacques Demy aujourd'hui. Donc ça, cette New French Extremity précédait donc cette French Friar, qui va donc apparaître au début du XXIe siècle et va être portée par une ribambelle de réalisateurs, dont Alexandre Aja, qui va lancer donc Haute Tension, son deuxième film, parce que son premier film Fury a été très peu vu, très peu sorti en salle, quasiment personne ne l'a vu. Alexandre Brussio et Julien Maury, notamment, ont été reconnus durant cette période-là avec leur film à l'intérieur, avec notamment donc Alison Paradis et Béatrice Dalle. On le retrouve également Xavier Jeance avec Frontières, son premier véritablement vrai premier film, et non pas Hitman qui a été sorti avant Frontières. Donc l'opportunisme Europacorp est là parmi nous. Ou encore, bien évidemment, Pascal Laugier avec Saint-Ange et Martyr. Notre héros. Oui. Alors il y a aussi également Éric Valette qui avait notamment fait Maléfique et compagnie. Ils sont nombreux, et certains sont quand même plus ou moins restés dans le cinéma de genre. Tout à fait. Ouais. Et donc on était vraiment sur cette époque-là avec une ribambelle de réalisateurs qui se sont mis dans la même époque à faire des films d'une... Et quasiment
tous les films que je viens de parler, donc Haute Tension, à l'intérieur, Frontières, on est dans le survival horror, vraiment pur et dur. On est dans la violence, on est vraiment sur un style de cinéma qui est vraiment transgressif, comme tu disais, qui est radical en tout cas. Dans le vrai cinéma de genre, pas comme par exemple dans d'autres quand je parlais, comme Carax avec Paul Haix, c'était vraiment différent. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous ceux qu'on vient de citer, mis à part Saint-Ange et encore Haute Tension, à l'intérieur, Frontières, Martyrs, ce n'est pas du fantastique, contrairement à Le Pacte des loups qu'on a pu citer avant. Ouais, bah, il y a une petite explication quand même. Oui, bien sûr, mais même le style, la patte graphique du film Le Pacte des loups, on est quand même proche de l'heroic fantasy. Ah bah oui, il suffit de voir Vincent Cassel. Et le film fantastique. Là, Haute Tension, à l'intérieur, Frontières, Martyrs, on est sur du cru, on est sur de l'image crade, sur du et surtout avec du tueur quoi. Alors Haute Tension, on est sur un garagiste, un mec habillé en garagiste qui a une passion pour décapiter et violer les têtes des gens décapités. Il va être une course-poursuite, en fait, avec Cécile de France, tout simplement. Jusqu'à la fin. Et à l'intérieur, on est vraiment sur Béatrice Dalle qui ne veut qu'une chose, c'est ouvrir le ventre d'Alison Paradis pour lui enlever son bébé. Frontières, c'est des mecs qui retombent dans un chez des néo-nazis consanguins qui veulent buter en fait des étrangers, enfin des personnes d'origine étrangère. D'une violence assez inouïe aussi. Radicale. Et Martyrs, pareil. Et alors c'est beaucoup plus compliqué de résumer Martyrs. Par contre, celui-là, c'est chaud. Mais en tout cas, on est sur quelque chose d'assez froid. Et encore une fois, très radical quoi. Et c'est assez intéressant parce on aurait pu avoir des films qui auraient pu se chercher un peu, essayer de faire des choses parmi ce qui se faisait déjà en France dans le film d'auteurs français. Non, eux, ils y vont carrément quoi. Alors c'est vrai qu'en fait, ça a été initié, donc comme je disais, par l'initiative French Fryer. Alors ce thème est revenu après dans le commun des mortels. Parce que c'est à la base issu de Canal+. À la fin on va dire dans le milieu des années 2000, Canal a ouvert une offre qui s'appelait le French Fryer, qui permettait en fait à pas mal de jeunes réalisateurs de proposer des pitchs comme ça. Canal les finançait et voulait en fait faire des films d'horreur à la française dans le style des films qui ont été présentés notamment à Cannes à cette époque en 2003-2004. C'était The Descent, c'était L'Armée des Morts de Snyder, c'était le remake donc du Romero. Donc c'était une initiative qui a été lancée au milieu des années 2000 et c'est vrai que là pour le coup en fait Canal l'a très peu suivi derrière tout ça parce que finalement ils ont été un peu déçus du succès en salle, mais finalement ils ont élargi leur panorama en décrivant le principe même du code du genre, donc c'est-à-dire qu'ils vont s'orienter après sur le film de guerre, ils vont s'orienter sur le western, le film de casse, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est vrai qu'on aurait pu presque inclure des Florian Emilio Siri aussi qui arrivent avec Need Gap. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'on peut pas essentiellement dire que c'est Canal+ qui a véritablement lancé la French Fryer. Canal+ a été juste à l'initiative de la French Fryer. Après ils ont délaissé ce système-là pour passer à autre chose. Après bon, c'est Canal+, il y a à cette époque je crois qu'ils commençaient déjà à avoir des nouveaux changements et puis de toute façon depuis Bolloré maintenant ça s'est transformé en nouveau Netflix. Ah oui, bien sûr, mais en tout cas sans un élan d'un studio en France, il y aurait eu beaucoup plus de mal de lancer cette vague-là. Exactement. Et surtout que c'était aussi, il ne faut pas oublier, c'est le boulot de Canal+ de lancer des films en France. Mais cette génération, donc, en fait, elle est nourrie par ce cinéma de genre. Vous allez trouver plein d'interviews d'Alexandre Aja, de Bustillo, de Maury, de Xavier Jans. Ils ont tous grandi avec des films de Cronenberg et compagnie. Donc, ils sont très nourris par ce genre de cinéma et veulent en faire en France. Donc, c'est ça aussi la grande initiative derrière, c'est qu'en fait, il y a un héritage tellement lourd derrière leur cinéma qu'ils veulent, en fait, montrer que la France a les possibilités de le faire. C'est la génération VHS, en fait. Exactement. En fait, c'est ces mecs-là qui ont vu les Carpenter, qui ont vu les Cronenberg, qui ont vu les Craven aussi, ce cinéma transgressif-là. Et c'est surtout ça, c'est une grande influence anglo-saxonne parce que finalement, en France, on a un héritage quasi vierge, voire peu valorisé dans notre monde culturel du cinéma de genre. Cela dit, ils n'hésitent pas à citer Georges Franjus mais citer Les yeux sans visage, ou même... Mais ça fait qu'un seul film, en fait. Si vous voulez citer des réalisateurs de cinéma de genre dans les années 60-70, il y en a qu'un seul qui me vient en tête, c'est Jean Rollin. Et Jean Rollin, à la base, vient du cinéma porno, qu'il a fait du cinéma de genre parce que ça permettait aussi d'exploiter le filon des salles d'exploitation. Donc il y a aussi ça aussi, en fait, dans cette idée-là, c'est qu'en fait, forcément, la nouvelle vague française a tellement pris la marge complète dans le cinéma en France qu'en fait, le cinéma de genre a été, d'une certaine manière, il faut le dire, délaissé. Complètement. Et dans l'héritage, on le voit également encore.
Donc c'est vrai que c'est plus très anglo-saxon en fait, toutes les références que l'on peut retrouver dans ces films-là. Parce qu'il a bien plus évolué de l'autre côté de la Manche, de l'autre côté de l'Atlantique surtout. Donc oui, clairement. Mais et c'est intéressant que ça revienne quand même en France, parce que comme ils disent, on a été le terreau du cinéma fantastique en France. Le Méliès, c'est nous qui l'a. Enfin, ça vient de notre pays. Ensuite, il y a eu Franju, il y a eu ce genre de cinéastes-là qui ont exploité vraiment tout ce que le côté magique que peut avoir le cinéma, c'était eux. Et alors effectivement, après, ça s'est bien plus exporté aux États-Unis avec ça. Et oui, parce que finalement, quand on pense par exemple à Haute Tension, c'est un film qui a cartonné aux États-Unis. Et il a triplé par rapport à son budget en sortie salle américaine. Il est passé à 6,5 millions, alors que le budget de Haute Tension est à peine à 2 millions. Donc ça montre aussi que ces films ont eu des succès internationaux. Et forcément, quand la plupart des boîtes comme Canal+ les ont délaissés, la plupart se sont dit on va partir à l'étranger, on va les faire en langue anglaise, ce qui va permettre aussi de toucher à une marge un peu plus grande dans ce cinéma. Mais ce qu'il a pu faire, c'est l'après premier film France, où chacun s'est exporté aux États-Unis, tout le monde. Tous ceux qu'on vient de citer. Et il y en a qui ça réussit, d'autres non, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez intéressant cet engouement qu'il y a pour ces cinéastes-là aux États-Unis, mais alors surtout au Japon, quoi. Oui. On avait vu à Gérard May, Roland, si tu te souviens, le documentaire sur la French New Horror, et il y avait cette scène assez incroyable de ces mecs-là, de Xavier Gence, de Laugier, qui viennent pour une rediffusion de Martyr ou de... C'était Martyr d'ailleurs à ce moment-là, et vous avez un cinéma rempli, entier, qui applaudissent, qui sont absolument fans. L'entrée de ce cinéma, ça doit correspondre au nombre d'entrées que le film a fait en France. Et c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, là-bas, ils considèrent cette mouvance-là de films d'horreur français comme la deuxième nouvelle vague, après celles qui ont eu Truffaut, Godard et tout le tintouin, quoi. Donc c'est très intéressant. Alors que nous, sortez dans la rue, parlez de Pascal Laugier, vous allez vite savoir qui connaît ou pas, quoi. Personne. Aja, c'est un peu de la triche parce qu'il est quand même assez reconnu. Il a réussi sur Netflix récemment, donc c'est mais Laugier, Maurice Bustillo, même Xavier Gence, je pense que c'est beaucoup moins évident, quoi. Ils sont pas prophètes dans leur pays. Totalement. Et pour le coup, on va faire une petite pause BO. En parlant de Martyr, donc on va faire un morceau issu du film qui s'intitule Your Witness. Détendez-vous. Oui. Et voilà, donc c'était un extrait issu de la BO de Martyr, un morceau de Seppuku Paradigme, pardon. Et donc on va donc continuer notre émission, donc qui va revenir un peu plus sur la French New Hour ou la French Friar ou la New French Extremism, la New French News. Voilà. Donc finalement, donc on a parlé vite fait, donc pour revenir sur le contexte, ses origines et ses développements depuis les années 2000. Et finalement, qu'en est-il de cette après nouvelle vague horrifique ? Parce que finalement, les productions francophones restent cependant assez timides au début des années 2010, car la difficulté de trouver un financement est énorme. Il faut quand même le souligner. La plupart des productions issues de la French Friar furent même tournées à l'étranger. Alors, Pascal Laugier a ses habitudes, il va au Canada, et par exemple, de David Moreau et Xavier Palu, a été tourné en Roumanie. En Roumanie. Ils ont carrément adapté d'ailleurs, c'est assumé dans le scénario du film. Alors, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais il me semble. Et d'ailleurs, Saint-Ange a été tourné en Hongrie, je crois. Le premier Laugier, c'était en Hongrie, et c'est carrément, l'histoire, c'est le couple qui va à Bucarest, carrément pour, oui, donc c'est intégré dans l'histoire. Martyr, par contre, de toute façon, ça n'a aucune importance. Martyr a été tourné au Canada. Bien sûr, a été tourné au Canada. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une sublime fusillade sur Xavier Dolan. Merci Pascal. D'ailleurs, mais ça n'a aucune importance. Enfin, ça n'a aucune importance dans le scénario de Martyr que ça se passe au Canada, d'ailleurs. Mais dans mon souvenir, en plus, je crois que encore une fois, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais c'était assez malin la manière dont il filmait ce couple-là qui arrivait dans ce pays étranger, quoi. Alors, c'est vrai que déjà, d'une certaine manière, ça montre aussi qu'il y a, je dirais pas les ponts qui ont été coupés par certains réalisateurs, mais finalement, c'est une confrontation idéologique que l'on peut voir, et pourtant,
qui est totalement fausse, à mon sens, entre le cinéma d'auteur et le cinéma de genre. Finalement, les deux sont-ils véritablement incompatibles? Je ne dirais pas du tout. Ben non, pas du tout. Et on le voit finalement avec cette nouvelle génération qui est en train de popper ces derniers temps. Bien sûr, mais parce qu'on a une fâcheuse tendance en France de confondre auteur et divertissement, alors que les gars, pourquoi séparer les deux, forcément, c'est-à-dire et qu'il y a une vraie volonté d'auteur. En reparlant, mais je trouve le cinéaste le plus intéressant là-dessus, c'est Alexandre Aja. Ouais. Alexandre Aja, parce qu'on aime bien, on a besoin nous de coller cette étiquette d'auteur et de trouver une cohérence de film en film. Ce que je peux comprendre, ce qui peut être très bien pour l'analyse, mais en tout cas, Aja est très intéressant là-dessus parce que on est quand même un mec qui fait Haute Tension. Ok, il fait La Colline à des yeux. Qui est un remake. Il s'adapte incroyablement bien, ce qui fait que c'est un bon réalisateur dans le sens où c'est un très bon technicien, Alexandre Aja, puisqu'il a réussi à s'adapter à la différence, contrairement à ses homologues, à la différence de production entre France et États-Unis. Il a la casquette de producteur maintenant. Et il a la casquette de producteur, et surtout, le mec passe de La Colline à des yeux à Piranha 3D. Oui. C'est quand même très intéressant pour revenir après. Mirrors, c'était peut-être avant. Mirrors a été fait avant. Il a été fait entre les deux. De toute façon, Mirrors et Piranha 3D, je veux dire, on est quand même passé d'un sens à l'autre. Ouais, premier degré au premier degré. Et il y a vraiment déjà, tu te dis, le mec serait pas allé aux États-Unis, il aurait pas pu avoir cette liberté de changer autant de style à un autre. Cela n'empêche que, en tant que technicien, il fait le travail admirablement bien à chaque fois. Et encore le dernier Oxygène, on a pu dire des choses sur le contenu scénaristique, sur des manières, mais voilà. En tant que technicien, Alexandre Aja est très bon. Et c'est peut-être ça la différence aussi qu'on dit, mais... Oui, et puis il n'était pas tout seul derrière. Il y avait aussi Grégory Levasseur, qui était également son producteur, qui était avec lui, qu'il avait notamment aussi... Donc là, cette fois-ci, je crois que c'était Aja et Greg Levasseur qui avaient également produit en deuxième sous-sol, je sais plus comment s'appelle le titre du film, qui était avec un autre réalisateur. Ah oui. Donc ils ont toujours... Il y a toujours ce noyau dur en fait entre les deux qui a permis en fait de continuer à faire ce genre de film. Bien sûr. C'est surtout ça leur force en fait, c'est qu'ils ont continué à montrer que ils peuvent en faire en France, ils peuvent également s'orienter aux États-Unis et comme tu l'as dit, en fait, la plupart de ces réalisateurs, en fait, ont dû fuir la France d'une certaine manière. Sont allés là où ils auraient pu faire leur travail correctement. Voilà. C'est-à-dire, tu relis une interview de Pascal Laugier, lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est d'avoir une bonne histoire à raconter. Donc, tu me diras, c'est un peu facile. Tout le monde a envie de raconter une bonne histoire, mais il se soucie pas de la cohérence d'un film à l'autre non plus, quoi. Tu vois. Par contre, ce qui les intéresse, c'est d'avoir le terreau et le terrain favorable pour réaliser leur film comme ils le souhaitent et assez convenablement. Exactement. Ce qui en France n'est point évident. C'est-à-dire Martyr, une production française, on se souvient à la sortie de Martyr qu'il y a eu des manifestations de conservateurs religieux en France pour que le film ne sorte pas en salle et soit interdit aux moins de 18 ans. Quoi. Et il n'avait pas les répercussions, on va dire, plus ou moins positives qu'avait eu notamment Saw 3, qui en fait, lui avait également été interdit aux moins de 18 ans à la base, mais en fait qui était vraiment plus ou moins qu'un coup de com', parce qu'il savait très bien qu'en fait ça permettait de ramener un peu plus de monde et qui peut dès que le film allait ressortir. Comme c'est un film qui pouvait se permettre, Martyr ne pouvait pas se le permettre. On est sur un deuxième film d'un réalisateur qui est absolument pas connu. Et c'est pas la même boîte de prod derrière, c'est dans 5 salles peut-être. Voilà. Enfin, voilà, c'est pas la même exactement. Voilà, c'est beaucoup plus tendu. C'est exactement beaucoup plus tendu. Alors c'est vrai que tous ces réalisateurs-là, donc j'ai parlé d'Éric Valette avec Maléfique. Qu'est-ce qu'il va faire aux États-Unis ? Il va faire donc le remake de One Miss Call, qui est une réadaptation d'un film de Takashi Miike. On a eu Julien Maury et Alexandre Bustillo qui ont fait Leatherface aux États-unis. On a eu donc Xavier Jans qui a fait Hitman. On a eu David Moreau qui a également fait The Eye. Tous ces films en fait, ils se sont vraiment cassés la gueule en fait, mais véritablement cassés la gueule. C'est là où en fait toutes ces générations de réalisateurs en fait ont été bloqués entre deux machines, c'est-à-dire la machine autoriste qui leur a un peu bloqué les portes de ne pas pouvoir faire un film, ou alors d'avoir la pauvreté d'un budget pour faire ce genre de film, et de l'autre, il y a les grosses machines hollywoodiennes, mais ils savent très bien qu'en fait le Final Cut, ils l'auront jamais. Mais oui, mais en même temps, t'as envie de leur dire, les gars, vous savez que vous changez de style de production, vous n'êtes plus en France. En France, c'est le réalisateur qui est un peu le roi auteur. C'est très caricatural, attention, ce que je dis. Mais en tout cas, aux États-Unis, vous n'êtes qu'un employé du studio. Et Xavier Jans s'est planté avec son Hitman à cause de ça. Maury et Bustillo se sont plantés aussi avec, à mon avis, tout l'amour qu'ils avaient pour faire un film sur Leatherface. Et il y a des longues interviews de ces réalisateurs-là. Je pense à Xavier Jans parce que il avait quand même expliqué aux producteurs, mais comment, en fait, en quoi sert l'agent 47, pourquoi il se déguise de cette manière-là. En fait, c'est pour qu'il puisse se cacher. Et les producteurs disaient non, mais on le reconnaîtra pas s'il a pas sa cravate rouge avec cette veste noire.
noir, alors qu'en fait, non, c'est juste le style du personnage. En fait, il doit s'infiltrer. C'est engouffré dans une adaptation de jeu vidéo coproduite par EuropaCorp. Produit par EuropaCorp. Je dis pauvre Xavier, quoi. C'est chaud, quoi. Et il a su quand même rebondir après. Il avait notamment fait Coldskin. Il a fait aussi son film post-apo. Qui était assez sympathique, Coldskin d'ailleurs, qui était passé à Gérard May. Oui. Et qui revient. Et son dernier film, c'est une comédie française maintenant. Ça, c'est intéressant. Mais bon, faut bien manger. Alors, quoi. David Moreau aussi également fait une comédie avec Franck Dubosc. Non, voilà. Non, mais il y a un moment donné, c'est des mecs qui veulent faire leur travail aussi, quoi. Écoute, c'est pas un problème en soi. Mais le seul qui s'en est sorti, encore une fois, c'est Aja. Aja est arrivé. Alors, il avait pour lui la bénédiction de Wes Craven pour faire La colline à des yeux. Et il l'a très bien fait d'ailleurs. Je comprends. Enfin, je peux comprendre Wes Craven en voyant haute tension comment il a vu les possibilités qu'il avait pour filmer La colline à des yeux. Et ça a été un succès incroyable. Alors évidemment, La colline à des yeux n'aurait pas fonctionné. Bon, Aja, on ne l'aurait plus revu non plus, quoi. Et finalement, Aja, c'est paradoxal, c'est que son dernier, donc c'est une production Netflix. Absolument. Et ça me permet de rebondir là-dessus, c'est que finalement, on le voit sur la plupart, on va dire, de certains gros décideurs en France, notamment le producteur-éditeur Thierry Lounas, qui est le cofondateur de Capricci Film et du magazine SoFilm. Il dit, tous les voyants sont au vert, le stop and go dans le cinéma d'épouvante français, c'est terminé. Entre l'arrivée d'une nouvelle génération de créateurs, celle des plateformes qui offrent de nouveaux guichets et une tendance à la normalisation du genre depuis Grave de Ducournau, les barrières sautent, les financements se débloquent. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Parce qu'il y a plein de cas qui commencent à apparaître. Alors, c'est vrai que on a eu notamment le CNC qui a même également créé un fonds qui a créé donc un fonds d'aide du cinéma de genre. Oui, en fait, c'est d'aide de cinéma de genre. Il y a un pôle au CNC qui est ouvert spécialement pour le cinéma de genre. Qui permet donc d'aider le financement de ces films à la pré-production. Alors, c'est un collectif qui choisit 3 films à chaque fois. En 2018, c'était du cinéma de genre, donc il y avait, c'était uniquement orienté sur le fantastique, horreur et science-fiction. En 2019, c'était sur les comédies musicales. Et en 2020, c'est revenu encore une fois de plus sur le fantastique, cinéma d'horreur et cinéma de science-fiction. Alors il y aura un nouveau colloque en 2021, en septembre. Cette fois-ci, ce sera orienté sur les comédies romantiques. Le cinéma de genre, c'est un peu pour tout, il y en a pour tout le monde, mais bon, même quand on le voit dans le cinéma d'auteur, on se dit, bon, il n'y a pas trop vraiment besoin d'en faire. De le ramener au genre, en fait. Voilà, c'est leur choix. Bon, c'est comme ça que le CNC a décidé, pourquoi pas. Mais peut-être que dans 2 ans, enfin en 2022, peut-être qu'on reverra de nouveau une aide à la production au cinéma de genre. Mais en tout cas, les productions sont lancées. Ouais, les productions sont lancées, mais il faut pas être naïf là-dessus, c'est-à-dire que on est sur un pôle du CNC qui veut encourager le cinéma de genre. Oui. C'est très bien, mais je pense pas qu'il faille absolument s'attendre avec ça à des films de la radicalité qu'on a eu durant les années 2000. Je vois difficilement comment. Et d'ailleurs, les premiers films à apparaître de ce colloque-là et de ce pôle-là ne me contredisent pas. Voilà. On reste quand même dans une mouvance assez auteur français. Et alors, ils ont des qualités et d'ailleurs, ils sont plutôt bons. Je vais pas dire, notamment si on parle de La Nuée de Juste Philippot et Teddy des frères La Boukhara. Nuée, il y a encore ce côté un peu réfléchi, un peu réflectif de la chose qui me sort un peu du truc. Mais il faut bien l'admettre que la tentative est quand même réussie et que moi je le vois, j'aime plutôt voir La Nuée comme la promesse d'une direction pourrait prendre le cinéma de genre en France. Pas uniquement. Et Teddy aussi, Teddy, alors c'est comment ce genre-là peut s'inscrire dans ce qu'on peut faire en France. Et peut-être que ça passe par là pour ensuite aller plus loin et dézinguer. D'une certaine manière, je pense que ça va être la méthode, on va dire, française qui peut apparaître. Et d'ailleurs, en termes de chiffres, on le voit en 2018, en fait, seuls 4 purs films de genre ont été sortis en salle. Il y avait Revenge de Coralie Farja, Dans la brume de Daniel Roby, La nuit a dévoré le monde de Dominique Rochet, et donc Hostile de Mathieu Turi, si je dis pas de bêtises. Il y avait également Ghostland de Pascal Laugier, mais c'était une coproduction franco-canadienne, donc tout à fait. C'est un petit peu plus compliqué de le mettre dans ce genre-là. Alors que finalement, en 2020, donc, ces films qui étaient initialement prévus en 2020 vont sortir en 2021. On a donc Méandre de Mathieu Turi, on a La Nuée de Juste Philippot, Teddy donc des frères Boukhara, The Deep House, donc le film de Bustillo et Maury qui sort également le 30 juin. Finalement, plus tard, on aura Ogre de Arnaud Malherbe, Le calendrier de Patrick Ridemont ou encore Titane de Julia Ducournau. Ça commence,
à rentrer oui, puis avoir en volume. Un panel assez large quand même. Je veux dire, La Nuée, on est sur du body horror, film d'insectes, quoi. Teddy, on est sur du loup-garou fantastique. The Deep House, on est sur de la maison hantée, du film de, je pense, du film de fantôme. Oui. Sous l'eau, voilà. Oui, exactement. Titane, on est sur de la merde, voilà. Donc clairement, voilà. Donc c'est bien, c'est assez large. Crash 2 de Cronenberg. Non, mais tu sais comment je suis des TV. Non, on va arrêter de taper sur le Cournot, je veux pas. Non, on va pas arrêter, mais pour aujourd'hui, oui, on va arrêter, quoi, tout simplement. Quelle horreur cette bande-annonce, mon Dieu. Mais non, mais voilà, c'est assez large. Voilà, j'attends de voir comment maintenant on pourrait avoir des cinéastes aussi radicaux, parce qu'on va pas se mentir, le film là, des films comme Martyr, on en a pas revu, quoi. Mais est-ce qu'on va vraiment revoir un film comme Martyr? Non, et puis c'est pas forcément ce que je demande non plus. Aussi, moi, j'ai envie d'autre chose aussi, mais il y a quand même cet esprit-là d'aller jusqu'au bout, quoi. Ouais. Tu sens qu'il y a une radicalité que pour l'instant j'ai pas retrouvée chez les autres, qui sont à la limite pour Teddy et La Nuée, que je pourrais plus appeler comme des fables réussies, quoi. C'est ça. Voilà. Bah, il faut dire que donc cette French Fryer, quand elle est apparue dans les années 2000, en fait, ça a tapé directement dans le dur. Un film comme Haute Tension, un film comme À l'intérieur, ou voire Martyr. Enfin, c'est des films avec, en plus, vraiment un contexte encore plus sombre que la plupart de certains films. Ah, ben bien sûr. Voire même de cette mouvance qu'on avait dans le cinéma anglais avec The Descent ou encore Eden Lake. Là, cette fois-ci, on avait quelque chose de très visséral. Chacun de leur façon de mener. Ça a un gros coup de marteau d'un coup, mais il n'y a pas eu d'ondulation suite à ça. Arrêté. Exactement. Voilà. Les sorties en salle n'étaient pas si fortes que ça. Forcément, c'est des films qui vont pas ramener énormément de monde en salle. Des films qui sont d'une radicalité même, sont juste là, en fait, pour marquer, finalement, d'une certaine manière, le temps. Bah oui. dans le cinéma, le cinéma français. Tout comme on pourrait prendre des films hongkongais de catégorie 3, exactement. Ou des films asiatiques de vraiment horreur. C'est totalement ça. Ça appartient encore à une certaine catégorie de personnes qui sont fadas de ça et qui se passent un peu les films et qui en discutent, quoi. Oui. Mais en tout cas, on ne peut pas nier une chose, c'est que finalement, il se passe quelque chose quand même. Et cette évolution qui semblerait sentir plutôt bon, on verra par la suite, mais en tout cas en janvier dernier, donc à l'occasion de l'édition numérique du 28e festival du film fantastique de Gérard May, deux labels ont officiellement annoncé leur terme d'intention de marcher sur les traces de producteurs de films de genre tels que fait Jason Blum aux États-Unis. Après, est-ce qu'ils vont faire du Blumhouse? Je ne l'espère pas, mais c'est des noms de baptême d'ailleurs. Ça pourrait être difficile de faire du Blumhouse, on n'a pas du tout le même type de production qu'aux États-Unis. Mais alors on a notamment Darklight Content et Parasomnia. Alors c'est des filiales de groupes de communication. C'est des productions qui sont vraiment ici marquées par vraiment cette volonté de faire du cinéma de genre. D'ailleurs, Darklight est issu d'un curieux pack formé par le producteur belge Jack Kluger, et ses associés qui sont Jean-Luc Berlot et Xavier Couture. Alors Xavier Couture, c'est quand même l'ex-directeur d'antenne de TF1 et ex-PDG de Canal. Donc on se demande où cela va donner. Mais le credo de Dark... qui vont pas la plupart faire du genre pour faire du genre, quoi, aussi. C'est ce qui peut nous agacer. C'est ce qui peut être problématique aussi, parce que finalement, quand on voit le credo de Darklight, c'est exploiter le patrimoine des légendes et mythes européens pour nourrir les scénarios de ses futures productions. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, ça peut tomber là-dessus. Dont le long métrage, d'ailleurs, serait à un stade avancé, selon eux, notamment donc selon Kluger. Donc c'est Vertige, qui est l'histoire de 3 personnes qui se réveillent au fin fond d'une grotte sans savoir comment elles sont arrivées là, ni à ce qui les relie, en fait, ces 3. Et il y a également Marée, qui est un film de survie avec 4 surfeuses parties en Polynésie sur une île où réside une tribu jadis exposée aux radiations des essais nucléaires français. Une colline à des yeux version Polynésie. Peut-être, pourquoi pas. Alors ils vont essayer aussi de développer pas mal de productions. Et Parasomnia, elle a un contexte un petit peu plus différent. Donc elle est fondée par le producteur Marc Missonnier dans le giron de la société Moana Film. Et donc ce label en fait ambitionne de dégainer 1-3 films par an, ce qui est quand même déjà pas mal, dès 2022. Et ils sont financés par une relation avec la filiale française du studio américain Sony Pictures. Mais le budget maximum est de 1 million d'euros. Donc c'est très très faible. Quand on parle de long métrage, 1 million, c'est extrêmement faible. Mais l'intérêt qu'ils développent derrière cette idée de faire des films à 1 million, c'est qu'ils ont carte blanche. Donc là finalement on peut retrouver ce double contexte, c'est-à-dire leur carte blanche. Est-ce qu'on peut faire du film totalement radical avec un budget 1 million d'euros? C'est possible. Est-ce qu'on peut faire aussi du film de genre
plus grand public, c'est ce que veut essayer de faire peut-être sûrement Darklight. Donc en fait, on voit dans ces deux contextes cette évolution du cinéma de genre en fait que l'on voit déjà à travers les États-Unis, quoi. Mais ça ira de nouveau tourner dans des pays où ça coûtera que dalle pour faire bosser les gens. Mais et comme tout. finalement a été fait comme a été fait. Évidemment, ouais, bien sûr. Mais là où l'occasion que ça pourrait être surtout, c'est de ramener, de demander, de faire vouloir rester tous ces techniciens qui sont allés aux États-Unis ou ailleurs pour bosser dans le genre, qui sont des maquilleurs, qui sont des chefs déco incroyables, mais qui sont partis parce que si tu veux faire du monstre en France, ça va être compliqué, quoi. Et c'est là et aussi les faire revenir, quoi. On a des vrais talents pour ça. Vous regardez des génériques de films de genre fantastique, horreur américain, il y a une paire de noms français, quoi. Et tous ces gens-là, ce serait cool de les avoir aussi chez nous pour qu'ils fassent leur boulot, quoi. C'est du très bon boulot en plus la plupart du temps. Surtout que certaines boîtes en fait se sont finalement bien cassées la gueule comme EuropaCorp, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Alors c'est vrai que mais c'était pas du genre, ça. Oui, il y avait un peu tout. C'était un peu compliqué. C'était du McDo. Sauf si on considère Taxi comme du genre, mais. Non. Ouais. Mais c'est vrai que cette jeune génération, je pense que ce soit Ducournau, Forget, voire même Kate Forzani, je pense qu'ils ont plus cette volonté en fait de faire leur propre cinéma plutôt que de s'orienter vers du gros budget ou du budget conséquent. Mais voilà, c'est exactement. T'as cité les trois où j'ai peur. non, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Coralie Forget, c'est celle qui me ferait le moins peur là-dedans parce que à la limite Revenge était moins insupportable. Il y avait un côté vraiment un peu loufoque, un peu grand guignol qui le sauvait, pas un peu d'être complètement à côté de la plaque. Mais Kate Forzani et Ducournau, c'est vraiment des cinéastes pour moi qui sont dans l'intellect complet, qui font dans la référence à ce que ils vraiment. Enfin, je veux dire, tous les cinéastes qu'on a cités des années 2000, ils avaient leurs références, mais ils te les appuyaient pas à la gueule non plus constamment, tu vois. Là, les deux là, c'est constamment, c'est réflexif, c'est regardé, on a cette culture-là, on vous le montre, et du coup, on va esthétiser cette culture qu'on a récupérée, mais il y a rien qui te passe, quoi. C'est des essais super, mais ou alors c'est du Kate Forzani, moi j'adhère pas du tout, c'est du, enfin toi non plus d'ailleurs, je crois, on n'est pas grand monde dans la bande à adhérer, mais c'est du, y a rien qui passe, quoi, c'est de l'essai. C'est du stylistique pur et dur, mais il y a rien d'autre derrière. Ça se fait plaisir, mais bon, moi c'est voilà. Ou t'en faire de l'expérimental à fond, quoi. C'est ça le truc. Et du Ducournau, ça fait référence à du Cronenberg, ça fait référence à des choses dans un style beaucoup plus moderne, mais qui cache une vacuité incroyable dans le propos, quoi. Beaucoup vraiment. plus fémis. Ouais, bah oui, cette école-là. Je veux pas être médisant, mais c'est un peu le cas, quoi, en fait. Mais pour revenir un peu plus sur cette idée même, reliée sur ces cas-là, c'est vrai que d'une certaine manière, si Grave de Ducournau doit être finalement ce film charnier pour relancer le cinéma de genre, il faut quand même relier aussi que le film n'a pas du tout été un succès en salle. Il a fait 150 000 entrées en salle, ce qui est pas grand-chose en fait, même si le film n'a pas coûté grand-chose. Et limite, La Nuée prend un meilleur chemin d'ailleurs là, au niveau des entrées. Exactement. Après, est-ce que le contexte est différent parce que bien sûr. Oui. Actuellement, c'est compliqué de se dire est-ce que finalement les certains films ont été plus boostés en salle du fait de la frustration de certains spectateurs de ne pas avoir été au cinéma, où il y a plein d'autres cas qu'on peut se poser là-dessus. Mais c'est vrai que ça permet aussi de montrer que c'est l'un des objectifs forcément que le film marche. Mais Grave en fait a eu du succès, a été parlé parce qu'il passe au festival. Il est passé dans plein festival. Il est au festival, ça a été le premier film de genre français à aller au César aussi, à être dans cette académie-là, voilà, ce qui est assez révélateur d'ailleurs, qu'il soit à cette place-là. Mais qu'on a voulu mettre sur le devant de la scène, et qu'on a voulu d'ailleurs très rapidement. Enfin, ça a commencé avec des rumeurs avec l'histoire de malaises à Toronto. Voilà. Il y a eu des malaises, voilà, donc ça y est, c'était le phare. Parce que il faut pas oublier que on est nombreux spectateurs français à attendre ce retour-là de films de genre français. Et d'ailleurs, quand il était annoncé, moi, j'étais le premier, je crois que toi aussi, on était le premier à l'attendre de pied ferme, en se disant, mais tiens, carrément. Et puis, on a eu les premiers retours au Festival de Strasbourg, où ça fait ouf. Et après, voilà, on l'a vu, la déception a été énorme, c'est un euphémisme, mais voilà, c'est quand même assez révélateur. Et t'as raison, si le renouveau du genre doit passer par là,
qui passe par là, voilà. Mais ça me rassure de voir que des films comme La Nuée, on verra Teddy ce qu'il peut faire comme entrée. Et je pense qu'avec du bouche à oreille, Teddy peut bien s'en sortir parce que c'est un film qui est particulier, mais qui saura parler à assez de gens. Mais en tout cas, je suis assez heureux de voir La Nuée, qui reste encore dans cette école Fémis quand même, mais attirer le nombre de gens qui sont prêts quand même. C'est ce qu'on disait au départ, qui sont prêts à plus accepter d'autres manières de raconter les histoires. Ouais. Et surtout, on se rend compte que derrière, on parle en question de sous, d'argent et de société, mais on se rend compte finalement avec Darlight, Parasomnia, donc les résidences Sofilm qu'il ne faut pas également oublier, qui sont là aussi également pour aider ce film de genre, voilà, ce film de genre. Donc avec le futur label Wild Bunch Capricci, donc qui est également donc cofondé par le représentant de Sofilm, le CNC qui lui-même donc on a dit qui casse un peu sa tirelire dans ce style là, on a finalement certaines, il faut aussi reprendre en compte les bonnes ondes de certains réalisateurs français reconnus dans le genre à travers le monde, que ça soit comme Aja ou même encore plus récemment, malheureusement il faut quand même prendre en compte Ducournau, c'est des projets qui commencent finalement à montrer que le cinéma de genre en France, il est potable, il est solvable. Puis on n'aime pas Ducournau, c'est une chose, mais on est en train de parler d'une palette de cinéastes différents qui font du genre en France, avec des différences, avec un qu'on aime, un qu'on n'aime pas. Enfin, ça commence de nouveau à discuter. Il y a quand même, il y a 5 ans ou 6 ans, tu vois, on n'avait pas cette discussion-là. Oui, et je pense en fait, c'est un questionnement aussi, c'est que en France, on veut peut-être un peu, on va dire, pas tout de suite, mais en fait, on a envie de chercher déjà en fait qui va être en gros guillemets l'élu dans tout ce marasme de réalisateurs. Oui. On en revient un peu à ce cinéaste phare qui va être le nouvel élan du cinéma. On recentre toujours sur un réalisateur et c'est toujours compliqué, alors qu'en fait, je pense que c'est vraiment tout un collectif qu'il faut se baser là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce qui était la force finalement de cette en gros guillemets French Fire, qui était donc Aja, Maury, Bustillo, Logier, etc., quoi. Mais regardez, moi c'est incroyable. Il faut regarder le making of de Martyr par exemple, parce qu'on aime bien parler des réals, mais regardez le making of de Martyr, c'est une équipe quoi. Logier, ça fait partie de cette équipe là. Mais je veux dire le travail des techniciens, le travail des maquilleurs, le travail de la danseuse qui intervient sur le film, bref, de tout le monde, il y a cet esprit équipe et ça s'est fait comme ça. Je veux dire les hautes tensions, les à l'intérieur, je veux dire, ça s'est tourné en plus à l'intérieur. À l'intérieur, on est sur du décor d'appartement, on est sur vraiment des choses en clos, et c'était une équipe de passionnés complets. Et après, il y a eu le réal qui est arrivé devant, parce que quand même, c'est important d'avoir une référence pour parler d'un film. Mais voilà, il faut pas oublier ça aussi, effectivement. Je vais prendre un exemple très précis aussi, Manuel Chiche, parce que je vais un peu me recentrer sur d'autres représentants, pas seulement des réalisateurs dans ce milieu. Manuel Chiche qui a bossé notamment pour Studio Canal, Wild Bunch, il a créé sa propre société de distribution qui s'appelle The Jokers. On connaît bien maintenant. Tout à fait. Oui. Et en fait, lui a expliqué notamment pour lui que le travail d'expertise en matière d'épouvante made in France, c'est nettement affiné en fait. Durant tout le temps. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a eu des objets très radicaux, mais on voit à côté des films que l'on a totalement oubliés, par exemple des productions comme Promenons-nous dans les bois, Bloody Mallory, c'est des films qu'on n'a jamais revus, parce qu'on va pas revoir, parce que c'est des films qui ont été extrêmement mauvais, et finalement on retient cela parce qu'en fait ils ont une vraie proposition radicale, et parce qu'ils ont une vraie conceptualisation du genre. Et pour lui en fait, toute cette nouvelle génération qui arrive, donc je vais le citer durant une interview, donc il disait que je pense sincèrement que Teddy et La Nuée sont largement meilleurs que Promenons-nous dans les bois et une ribambelle d'autres films, parce qu'ils ont une direction d'acteurs mieux tenue que les films de cette époque-là. Mais chez les Jokers, on n'a pas la volonté d'être des ambassadeurs du film de genre. Notre envie est plutôt d'accompagner une nouvelle génération de réalisateurs ou réalisatrices, quel que soit le genre de film. Quant au modèle Jason Blum, après lequel tout le monde court, il est improbable en France. Sous réserve de mieux payer les scénaristes, c'est la clé de beaucoup de choses, et il y en a toute une génération là dehors qui n'attend que ça. Et je trouve qu'en fait, c'est une phrase qui va parfaitement conclure cette partie. Et on va donc faire une petite pause BO issue du film Silent Hill, film réalisé par Christophe Gans, mais une coproduction américaine, ce qui permet de rebondir aussi également que beaucoup de réalisateurs français ont réussi plus ou moins et se sont largement cassés la gueule. Et peut-être que c'est l'un des films qui sait peut-être le mieux démerder tout ça, même si c'est un film qui est trop malheureusement orienté jeux vidéo, parce qu'il a un héritage très lourd derrière. Et d'ailleurs, c'est un morceau... Mais il s'en sort très très bien dans l'esthétique qu'il propose, et franchement, c'est loin d'être une catastrophe, ce Silent Hill. Et donc, d'ailleurs, c'est un morceau issu du jeu, parce que c'est un morceau de Akira Yamaoka, qui, d'ailleurs, Christophe Gans s'est pas fait chier, il a pris tous les morceaux du jeu. Voilà.
Et voilà, donc c'était un extrait issu du film Silent Hill, il fallait bien en parler, parce que bon, Christophe Gans, on l'aime bien ici, et c'est un excellent... D'accord. Et c'est un excellent réalisateur qui a permis à bon nombre de générations comme la nôtre de se façonner une culture du cinéma de genre, car c'est un mec extrêmement intéressant qui a une culture de cinéma de genre absolument folle. Et grâce à lui aussi, grâce à lui, on a eu la collection HK en France. Il faut pas l'oublier, on a eu beaucoup de films hongkongais distribués en France grâce à lui et à sa boîte et aussi à son magazine Starfix. Voilà, c'était la petite occasion de parler de cet homme. Et donc on va faire un petit tour de table et on va pouvoir parler d'un autre homme parce que je pense qu'on est tous d'accord. Quel film donc issu de cette nouvelle vague d'horreur nous a le plus marqué? Forcément, je pense que la question est vite répondue. Bah c'est Promenons-nous dans les bois, bien sûr. Ah oui. Non, Bloody Mary. Oh putain, mon Dieu. Oh yes, oui. yes. Non, on a le même, c'est Martyr. Et voilà. Clairement. Tu veux commencer, Roland? Bah pour revenir sur le contexte de Martyr, c'était quand même absolument incroyable en 2007. Donc le film qui a été totalement interdit aux moins de 18 ans. On n'avait pas vu ça depuis très 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 longtemps. Beaucoup de gens se sont battus quand même pour que ce film sorte vraiment dans sa propre version. L'OJF, je pense il devait être fou à cette époque-là pour continuer à se battre pour son film qui est certes est complètement radical, mais la proposition est exponentielle et d'une force et d'une profondeur abyssale telle que l'on a rarement vu dans le cinéma français. Tout à fait. Ça a été très compliqué pour lui quand il est sorti de voir qu'un pays prônant autant la liberté qu'est le nôtre voyait des gens dans la rue interdire la sortie de ce film pour des raisons que je pense pas autant liées à la violence que plutôt liées au contexte religieux auquel s'appuie le film, c'est-à-dire le martyr, la création de martyrs, ce qui doit gêner un peu les groupuscules extrême droite qu'on peut trouver dans notre chère nation. Donc ça a été très compliqué pour lui. Néanmoins, il a réussi à sortir dans très peu de salles et n'a pas eu un effet incroyable, mais il reste dans le cœur de beaucoup de cinéphiles de genre, même dans le top et donc le nôtre. Martyr, c'est une déclaration de, je ne sais pas, c'est compliqué de parler de Martyr en fait, c'est un ressenti, c'est vraiment une émotion et quand on y repense, on a encore ce frisson-là à la fois de sombre, c'est immonde, c'est glauque, mais c'est très mélancolique à la fois, et cette association des deux te crée un sentiment de malaise comme tu l'as rarement atteint. Les deux comédiennes sont absolument incroyables. C'est dans les plus beaux personnages féminins qu'on ait pu croiser dans le cinéma de genre français et dans le cinéma français, je trouve, vraiment. Voilà, et c'est un cinéaste qui vraiment, on sent dans le film toute la rage qu'il peut y avoir, toute la colère, mais qui est contenue pour nous donner une déclaration d'amour à ces femmes-là, en fait. Ouais, et je trouve que c'est vraiment aussi que ce réalisateur-là, surtout, même avec son précédent film et même son film d'après, c'est comment travailler en fait le cinéma de genre et le cinéma d'horreur. C'est-à-dire en fait il doit travailler avec le spectateur, il doit mettre à l'épreuve le spectateur. Et ce film le fait. Mais ce qui est assez brillant dans Martyr, c'est que tu vois, il y a plein de moments, tout le début surtout, il essaye de nous perdre avec le jugement qu'on a sur ce personnage de femme qu'on a, qui, elle arrive, elle tue une famille qui est en train de prendre son petit-déj. Oui, tout à fait. Elle tue cette famille qui prend son petit-déj de manière tout naturelle. D'ailleurs, tu suis la famille et puis elle arrive, elle les désingue tous. Et donc, et surtout l'introduction du film à la base où on voit cette petite fille en fait qui a les cheveux rasés, qui arrive à s'enfuir et qui s'enfuit d'une zone d'une froideur glaçante, qui est vraiment d'une crade absolue et qui arrive enfin à s'enfuir de bourreau, on ne sait pas ce qui se passe. Et ce cri, en fait, qui permet de cutter pour ce générique, qui est d'ailleurs filmé après en Super 8. Il y a vraiment ce côté encore plus mélancolique qui revient derrière. En fait. C'est que le film commence vraiment comme du film d'enlèvement, de séquestration, somme toute classique. Et après, elle s'enfuit. Et effectivement, comme tu dis, ces images-là et cette musique hyper mélancolique, et déjà de base, il y a un truc étrange qui se passe dans ton bide quand tu regardes ça, et la suite ne va que nous perdre. Et ensuite, le film tient énormément par l'interprétation des deux comédiennes. Je veux dire, elles nous arrivent à nous faire parvenir ce drame-là, cette souffrance, ces questions, c'était vraiment c'est assez en ça qu'il est incroyable, quoi. Et arrive
le dernier tiers du film, qui est une des choses les plus immondes qu'on ait pu voir, mais teinté de... C'est-à-dire que c'est la première fois que je voyais dans un film la perte de notion d'espoir complet. Ouais. C'est vraiment et qui est longue en plus. Et qui est longue, on sait très bien qu'en fait, il y a plus de retour. Il y a plus de retour en arrière. Et le film, là où d'autres films auraient pu s'arrêter là, voilà, elle finit. Non, là, ça va durer 20 minutes et on va voir ses sévices, on va voir, sans que ce soit voyeuriste et sans que ce soit non plus du gore gratuit. Non, c'est vraiment au niveau psychologique. Léché en fait, avec des plans très doux, des plans de caméra qui sont vraiment d'une lenteur, mais en fait bien d'une douceur en fait, qui est là pour juste appuyer le point de vue comme il fallait, quoi. Et voilà, bon bref, si vous avez pas vu Martyr, mais accrochez-vous déjà avant de le lancer. Oui, c'est vrai que ce dernier tiers, en fait, je pense que c'est forcément cet aspect-là, en fait, qui a été retenu dans qui nous achève, parce que c'est vraiment l'un des films où l'on peut vraiment qualifier de viscéral, quoi. C'est vraiment, il est vraiment extrêmement viscéral. C'est le travail du corps, et finalement, le travail du corps, on le voit à la fin du film. Oui. Parce que finalement, c'est même avant, il y a cette force et cette puissance. Cette ancienne victime qui réapparaît aussi, qui est c'est l'aspect psychologique qui revient, et finalement, c'est le corps qui arrive après. Tout à fait. Et c'est ça aussi, ce double contraste, parce que finalement, ça serait plutôt l'inverse dans n'importe quelle conception du traitement de la violence chez l'être humain. Parce que finalement, c'est l'acte d'abord et c'est la psychologie après. Finalement, en fait, c'est toutes les conséquences qui vont arriver finalement à cet aspect de comment, en fait, dans cet aspect de ce groupuscule occulte qui veut créer des martyrs pour savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Qui prennent des femmes qui sont beaucoup plus aptes à subir les souffrances, parce que voilà, finalement c'est ça, c'est que au début ce film avait été capté d'antiféminisme, alors que finalement en fait c'est les seuls c'est tout le contraire, quoi. Et c'est ça qui rend fou à travers. Mais les mecs se sont arrêtés, putain, on torture des femmes, c'est antiféminisme, et t'as envie de leur dire, mais alors que non, on n'épouse pas, alors que le réalisateur n'épouse pas le point de vue des antagonistes, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est d'une, en fait, c'est la froideur, je pense, du concept, notamment de toute cette espèce de chambre de torture, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, qui est d'une froideur. Non, en tout cas, cet aspect clinique et très organisé de la torture, qui a été complètement loupé et hors propos dans le remake américain d'ailleurs. Qui a d'ailleurs été produit par Jason Blum. Et qui a été absolument. Voilà, lui passait complètement à côté. C'était très édulcoré et du coup n'avait plus aucun sens. Mais effectivement, c'est tout ce côté organisation de la torture, je veux dire, et cette fin sublime. Du douter Étienne, enfin ceux qui l'ont vu comprendront et les autres verront pourquoi. Et on finit sur ce regard perdu et qui finalement relié à la noirceur de l'univers. Et cette fin ouverte qui ne pouvait qu'être ouverte, mais voilà, c'est un film qui à la fois est très intense en le regardant et qui gagne encore plus en digestion au fil des années. Voilà. Ouais. Eh ben pour le coup, on va s'arrêter là-dessus. Alors, je vous conseille donc pour relier Martyr, Martyr de Pascal Laugier, Mélancolie du chaos, donc de Frédéric Astruc aux éditions Rouge Profond. Si vous trouvez ce bouquin, il est peut-être, mais achetez-le, il est très bien, parce que si vous êtes fan de ce film, je vous le conseille, c'est une œuvre absolument terriblement angoissante et pertinente sur tout ce que vous adorez sur ce film. Et magnifique. On termine donc avec un morceau issu d'un film qui vient de sortir, Teddy, donc des frères Boucarmier, un morceau issu donc de Miss America, qui s'intitule Miss America. Et voilà, je sais plus le chanteur allemand, enfin c'est bon, c'est bref, c'est allemand, c'est rigolo. Et donc on termine là-dessus et on revient la semaine prochaine pour notre revue critique. D'ailleurs, on parlera de Teddy, n'est-ce pas, Sébastien? Absolument. À la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org